Retour de l'information sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé samedi à Yamoussoukro au lancement du projet mise en marché des produits vivriers. Estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, il sera destiné à faciliter l'approvisionnement régulier des centres de consommation des produits vivriers à travers des soutiens aux principaux grossistes. Yamoussoukro se métamorphose. La capitale politique ivoirienne à la voirie presque entièrement dégradée est en chantier. Selon la volonté du chef de l'État, des travaux de rénovation ont été engagés dans toute la ville. Un budget de 32 milliards de francs CFA a été dégagé pour les mener à bien. Et puis le château d'eau de Boussoukro devant alimenter près de 10 000 habitants de plusieurs localités dans la commune de Ndoussi a été inauguré samedi. L'infrastructure d'un coût de 340 millions de francs CFA va soulager les habitants qui depuis plusieurs années étaient obligés de s'alimenter en eau à partir des pompes à motricité humaine. Voilà pour les titres. Le président de la République est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche 6 septembre à Niamey, au Niger. Alassane Ouattara va prendre part au 57e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sommet sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, notamment la situation socio-politique au Mali. Il permettra également d'examiner les rapports sur le plan d'action pour la sécurité régionale et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. On met à présent le cap sur Yamoussoukro, durement impacté par la Covid-19. Les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers ont dû marquer un coup d'arrêt afin de garantir la sécurité alimentaire. Durant cette période, le gouvernement vient de mettre en place un programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Le programme est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Les premiers bénéficiaires ont déjà reçu leur chèque. Soro Corona. La crise sanitaire mondiale coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, la filière agricole en général et le secteur du vivrier en particulier ont été durement éprouvés. Les acteurs de ce secteur ont vu leur chiffre d'affaires et activités réduits de moitié. Dans le souci de permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès régulièrement aux produits vivriers en cette période difficile, des programmes d'urgence ont vu le jour. Pour le secteur du vivrier, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des acteurs dans le cadre du projet mise en marché des produits vivriers. À Yamoussoukro, la première tranche d'une valeur d'1 milliard de francs CFA est remise aux opérateurs. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmont Dogbo, a invité les femmes à travailler pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Vous devez vous atteler à apporter des réponses efficaces à la question de la sécurité alimentaire, à l'amélioration du panier de la ménagère. C'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement attendent de vous. À travers des motions, les femmes du secteur du vivrier ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se sont engagées à travailler pour soutenir toutes les actions du chef de l'État allant dans le sens du développement. Nous allons faire encore l'effort pour pousser pour que un autre décaissement soit fait, pour que toutes les autres femmes puissent avoir ce fonds-là, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est pour nourrir la population. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a exprimé la volonté du gouvernement de soutenir tous les secteurs d'activité impactés par la Covid-19. Il convient de rappeler que les conséquences socio-économiques de la Covid-19 ont amené le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre en place un plan de soutien à court et à moyen terme, à l'instar de nombreux pays dans le monde impactés par cette pandémie. Ce plan d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, vise à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est l'unité opérationnelle d'exécution du projet mise en marché des produits vivriers.
Le président Alassane Ouattara a un agenda très chargé. Ainsi, après Paris et Niamey, il devrait se rendre dans le Morono. Le président de la République va également visiter Mbato le 11 septembre prochain. Sur place, les populations de cette localité sont depuis lors à la tâche. Elles entendent rendre cette visite inoubliable. Des populations qui affichent leur impatience, selon Herman Niamia. À l'entrée de la ville de Mbato aujourd'hui, le visiteur est frappé par le revêtement des différentes voies de la commune et également l'extension du réseau électrique. Normal, la ville s'apprête à recevoir le premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, qui sera dans la région du Morono pour une visite d'État. Selon le maire de la commune, tout est mis en œuvre pour réussir la mobilisation. Le Morono est la 30e région où le président de la République Alassane Ouattara va se rendre depuis son accession au pouvoir. De quoi rendre fiers les populations qui sont déjà impatientes de le recevoir. Si les populations de Mbato sont si impatientes de recevoir le chef de l'État, c'est bien parce qu'elles veulent que leur région en général et leur département en particulier connaissent aussi le développement. Mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara, les populations de Mbato veulent relever le défi de la mobilisation et faire de cette visite d'État un moment inoubliable. Je vous le disais en ouverture de ce journal, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, amorce son changement. Un changement qui saute à l'œil depuis quelques mois. La ville a bénéficié de plusieurs travaux de rénovation de ses voiries, d'un coût global de 32 milliards de francs CFA. Plusieurs artères de la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny ont été complètement métamorphosées. Yamoussoukro, la Renaissance, c'est une idée de reportage de Mahama Traoré. Centre-ville de Yamoussoukro, c'est 18 septembre 2019. La voie reliant le carrefour Mofete à la grande mosquée est quasiment impraticable pour les automobilistes. À l'image de cette artère, c'est toute la capitale politique qui souffre de sa voirie. C'était très grave. Quand on circule, on avait des courbatures, on avait un peu de difficultés pour circuler. La dégradation des voies amenait les automobilistes et les cyclistes à éviter les nids de poules et qui, chacun voulant utiliser la bonne partie de la route et qui provoquait des accidents mortels. Ce triste constat appartient désormais au passé. Yamoussoukro est aujourd'hui une cité en pleine mue. L'artère impraticable de septembre 2019 est métamorphosée grâce aux lourds travaux de rénovation de la voirie lancés le 18 septembre 2019 par le chef de l'État. Le projet vise à aménager une vingtaine d'axes routiers de la capitale politique. Parmi les tronçons concernés déjà achevés, celui menant de la direction locale du Trésor public au lycée scientifique, tout comme celui ralliant l'hôtel président à la fondation Félix Houphouët-Boigny. En termes de linéaire totalement achevé, sur les prévisions de 41 km à faire, nous avons déjà totalement achevé 30 km.
et les autres sections sont en cours. Chaque jour, on a toujours de nouvelles avancées, de nouveaux kilomètres totalement terminés. Environ 37 km de bitume abîmé à refaire, un chantier titanesque car le profil des chaussées existants à Yamoussoukro est d'au moins 2 fois 2 voies de 3,5 mètres chacune sur une largeur totale de 14 mètres. L'autre volet des travaux concerne aussi le bitumage de nouvelles pistes pour une longueur totale de 4,4 km. Fini donc l'inhalation de la poussière pour tous ceux qui se rendaient à l'hôtel des parlementaires. Quant à la principale artère menant au quartier Kokrenou, elle sera revêtue de goudron d'ici quelques semaines. Avant même, c'était une grande colline. Et quand on a vu que vous avez commencé à raser, tout le quartier a applaudi. Vraiment, c'est très bien. On attend vraiment ce grand jour-là, où on va rouler ici sur du goudron. C'était gâté. Maintenant, c'est réparation. Vous voulez venir à zéro comme vous faites tant de fois Boigny. C'est une bonne chose, parce que la voirie, toutes les voies sont presque terminées. Nous encourageons l'État. On dit merci au président de la République. Nous, on est commerçants. Toujours, on est sur la voie. Maintenant, quand les choses sont un peu façon là, ça ne nous arrange pas. Mais la voie est bien maintenant, c'est bien propre. Le chantier est à 80% de taux de réalisation, mais le changement profite déjà aux transporteurs. La voie n'est plus dégradée, on roule bien. Et puis nos voitures restent toujours en forme, on est content de ça. On prie Dieu que tous les voies soient prises en compte. Puisque nous, on tourne beaucoup, on est dans la ville, on va partout. Si tous les voies sont prises en compte, vraiment, cela nous fera plaisir. Ce projet de voirie enclenche la volonté des autorités de redonner à la capitale politique son lustre d'antan. Alors on mise aussi sur l'assainissement du cadre de vie. Sur cet espace situé au centre-ville existait le marché de Mofete. Les commerçants ont donc été délocalisés sur un nouveau site à la périphérie de la ville. Ceux qui avaient en charge de faire ces travaux ont constaté qu'ici c'était un bassin d'orage. Alors le traitement était un peu difficile. À chaque fois qu'on faisait les routes, ça s'abîmait en quelques mois. Donc il fallait déplacer le marché pour mieux traiter l'espace. Sur la nationale 3 qui traverse Yamoussoukro, vous remarquerez qu'il n'y a plus aucun fripier et qu'ils ont tous été déguerpiés. Si vous refaites une route, mais qu'à côté de ça, les caniveaux d'évacuation des eaux ne sont pas libérés, l'eau vient sur la route et le travail que vous avez fait au bout de 6 mois, 7 mois, se trouve détruit. Ces travaux, d'un coût de plus de 32,4 milliards de francs CFA, sont entièrement financés par l'État. Les premiers tronçons seront livrés fin octobre, mais le chantier, lui, ne devrait pas s'arrêter. Nous sommes en train de préparer un deuxième programme qui porte sur près de 90 km de voirie, parce que l'objectif, c'est de permettre la circulation à l'intérieur de la ville, dans tous les quartiers de Yamoussoukro. On ne doit plus pouvoir avoir de trous sur les routes. C'est la vision du chef de l'État. Yamoussoukro est en train de renaître. D'ici 1 mois et demi, environ 2 mois, nous allons aussi commencer les travaux d'une autoroute de contournement de Yamoussoukro. Ça sera une autoroute comme l'autoroute qui vient d'Abidjan, 2 fois 2 voies dans chaque sens, de 33 km, de sorte que plus aucun camion ne traversera Yamoussoukro. Avec sa voirie en réfection, Yamoussoukro retrouvera bientôt toute son attractivité au bénéfice de l'économie locale. Yamoussoukro, la renaissance, un signé de Mahama Traoré. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Boussoukro dans la commune de Ndoussi. Elles viennent de bénéficier de la mise en service d'un château d'eau. L'ouvrage réalisé à hauteur de 340 millions de francs CFA va ravitailler en eau potable 10 000 personnes. Le compte-rendu de Grace Kando. Boussoukro, un village situé dans la commune de Ndoussi, dans la région de la Niébi-Tiassa. Les populations sont confrontées aux problèmes de fourniture en eau potable, ce qui les oblige à se tourner vers les puits. Pour avoir l'eau, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de puits là, ça ne nous suffit pas. Pendant la saison sèche comme ça, là, il n'y a pas l'eau, donc on souffre. On a souffert de ça. Donc aujourd'hui là, c'est notre jour. On a eu l'eau
Donc on doit faire tout ce qu'on doit faire. On dit merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, dans notre village, on a eu l'eau, on a un château, on peut bien se laver. Fini donc les lourdes cuvettes sur la tête et les angoisses liées aux assèchements des puits. Le village dispose désormais d'un château d'eau. Il a été mis en service par les ministres de l'hydraulique et de la fonction publique, d'où la joie des populations. Ce château d'eau va contribuer à améliorer le quotidien de nos populations et constitue un pas de plus vers le développement de nos localités. En plus de Bousoukro, ce château d'eau va desservir les populations d'Ofa, Kodimasso et Bodo, toujours dans la région de la Nyébi-Tiassa. Il a été réalisé à hauteur de 340 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du Fonds national de l'eau. C'est un château d'eau de 80 mètres cubes sur 12 mètres de haut. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, il ne cesse de nous instruire qu'aucune région, aucun village, aucun hameau de la Côte d'Ivoire, aussi petit soit-il, ne doit être oublié. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la fonction publique est revenu sur les actions menées par le président de la République depuis son accession à la tête de la magistrature suprême, avant d'exhorter les populations à cultiver les valeurs de paix. Quand le président Alassane accédait à la magistrature suprême, le taux de pauvreté était à 55%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 35% de taux de pauvreté. Tout cela n'est possible que dans l'unité. Tout cela n'est possible que dans la stabilité. Tout cela n'est possible que si nous avons à cœur que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons chérir la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Aucun développement n'est possible. Aucune perspective n'est possible. En plus du château d'eau, les populations de Bousoukro ont aussi bénéficié d'un centre culturel. Il a été offert par Nguessan Apia François, cadre du village. De Ndoussi, on se rend maintenant à Didier Vie, où l'Allemagne, à travers sa fondation Bayer, vient d'investir 130 millions de francs CFA, un investissement qui donne un nouveau visage à l'école Nzikli-Sesekro. Construction de logements pour les enseignants, d'une école maternelle, d'une bibliothèque pour permettre aux écoliers d'apprendre dans de meilleures conditions. Ces infrastructures ont été remises officiellement en présence du secrétaire d'État Brice Kwasi et de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. On en parle avec Kader Sogodogo. Un groupe scolaire réhabilité, des logements d'enseignants construits, une école maternelle de 3 sections, une bibliothèque et un poulailler, sans oublier la clôture du groupe scolaire. Le tout pour 130 millions de francs CFA. Telles sont les réalisations de l'Allemagne à travers la fondation Bayer au profit de la communauté villageoise de Nzipli-Sesekro dans la sous-préfecture de Didier-Vie. L'éducation fournit une base pour le développement. Elle est le fondement sur lequel repose une grande partie de notre bien-être économique et social. C'est pourquoi Bayer a décidé de financer ce magnifique projet. Ces infrastructures éducatives ont été remises en présence du secrétaire d'État chargé de l'enseignement professionnel et technique, Dr Brice Kwasi, cadre du terroir. Il salue cette action qui symbolise le bon rapport entre Abidjan et Berlin. C'est le lieu donc d'attirer l'attention de nos parents qui, quelquefois, ont ce réflexe de ne pas inscrire les enfants, de les appeler donc à emmener les enfants à l'école. Ce groupe scolaire va permettre aux jeunes, aux enfants de ce village-là d'aller à l'école. Déjà depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle primaire, c'est-à-dire au CM2. C'est comme ça qu'on pourra avoir des cadres demain pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moi-même qui suis avec vous, je suis un produit de ce type d'établissement. J'ai commencé l'école primaire au village. L'Allemagne se tient régulièrement aux côtés de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, le pays met tout en œuvre pour la réussite de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Des initiatives dans ce sens existent.
Autre chose à présent, et cette question, que savez-vous du médiateur de la République et de ses activités? Le magazine du dimanche de RTI 1 recevait justement le directeur des affaires juridiques et des requêtes de l'organe de médiation. Avec Hamza Diaby, Konetangui Dimitri apporte des éléments de réponse. Nous l'écoutons. Le médiateur de la République a essentiellement deux missions. La première mission, que je pourrais appeler mission régalienne de toute institution de médiation, c'est d'être l'intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de l'administration. Et donc, dans ce sens, le médiateur est donc chargé de régler tous les dysfonctionnements de l'administration qui pourraient causer des préjudices aux particuliers. C'est la première mission de l'institution. Et donc, dans ce sens, le médiateur est également un conciliateur lorsque survient des différends entre l'administration et les organisations professionnelles, par exemple en cas de grève. D'accord, allez-y. Voilà, c'est la première mission de l'institution. La seconde, c'est une mission qui est particulière à l'institution de médiation ivoirienne. C'est une mission que n'ont pas les autres institutions de médiation dans l'espace UEMOA. Il s'agit d'intervenir pour renforcer la cohésion sociale. Lorsque des communautés sont en conflit, le médiateur est donc investi de cette mission-là de réconcilier les parties au conflit. Parce que les grandes rencontres sont une initiative du médiateur de la République depuis l'année 2014. Il s'agissait à l'époque pour l'institution de renforcer sa visibilité auprès des populations. Vous savez, le médiateur de la République, M. Adama Tounkara, en prenant fonction à la tête de l'institution, le médiateur de la République, a souhaité mener une médiation proactive, une médiation dynamique, une médiation qui a pour volonté de prévenir les conflits. Et donc, ayant constaté que nous venons d'une longue période de crise post-électorale et également compte tenu des crises intercommunautaires que la Côte d'Ivoire connaît, vous savez, il y a eu beaucoup de conflits communautaires à travers plusieurs régions du pays, notamment ces derniers temps à Béoumi, et plus loin à Bouna. Et le médiateur a estimé qu'il était bon, surtout que nous nous approchons vers une période sensible de l'histoire de notre pays, les échéances électorales. Il a estimé qu'il était bon d'agir de manière préventive, sensibiliser les populations pour que, notamment les leaders communautaires, puissent relayer des messages de paix, des messages de réconciliation, d'appel à la cohésion sociale pour des élections apaisées en 2020. Et on continue à parler de cohésion sociale. Le président de l'ONG Oukadema s'engage à contribuer à sa consolidation et à la paix préalable à tout développement. Souleymane Touré vient de mobiliser 6 000 Ivoiriens de tous bords politiques pour en faire des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives. La rencontre qui s'est tenue à Yamoussoukro a été marquée par la sortie officielle du mouvement dénommé la Coalition républicaine pour la défense de la paix, une coalition qui exhorte la jeunesse au respect des symboles de l'État et à tourner définitivement le dos à la violence. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Trècheville, salle à Noumago du Palais de la Culture. Communion parfaite entre populations venues de divers horizons et de toute obédience politique. Tenez-vous bien, nous ne sommes pas à un spectacle d'artistes, mais plutôt à une rencontre de promotion de la paix. Il s'agit de la toute première activité publique de la Coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP. L'initiateur, Touré Souleymane, sollicite la contribution de tous pour la consolidation des acquis de la cohésion en Côte d'Ivoire. Et nous initierons des activités parrainées par des leaders de l'opposition, parrainés par des leaders du pouvoir pour les rapprocher davantage autour de la Côte d'Ivoire, la mère patrie, parce que le président Houphouët-Boigny, de là où il est, il regarde le pays. Il faut reconnaître aujourd'hui que le pays est attractif. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut venir faire des grabuges en Côte d'Ivoire pour décourager les investisseurs. Et les routes, les ponts, et les écoles, les maternités, c'est dans un climat de paix que ça peut se faire. Chefs traditionnels, leaders de communautés et d'associations, invités spéciaux issus de la diaspora et des autres mouvements politiques ou apolitiques ont pris l'engagement d'œuvrer pour un climat davantage apaisé avant, pendant et après les futures échéances électorales. Les jeunes, je leur recommande l'union, je leur recommande la sagesse. À tout moment qu'ils pensent au président Félix Houphouët-Boigny qui a construit ce pays-là avec la paix, qui en a fait donc une religion. Quand je vais aujourd'hui à Gagnoua,
que je roule avec, sur le goudron. Je suis fier. C'est ce que nous voulons. Ce que je vais dire aux enfants, de rester calme, de ne pas faire cette messe dans la rue. La paix est pour un pays ce que l'oxygène est pour l'organisme de l'homme. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et c'est dans la paix que le président Houphouët-Boigny a construit ce pays. C'est dans la paix que le président Alassane Ouattara est en train de construire le pays. L'avenir de demain, c'est vous, nos enfants. Je vous demande pardon. Que les politiciens ne vous utilisent pas. Ne vous pressez pas comme les citrons et demain on va vous laisser. Ne vous mettez pas dans les rues. Aujourd'hui, tout le monde doit cultiver la paix, le travail. La jeunesse, ce que je demande à la jeunesse, c'est de se mettre au travail. Une jeunesse entreprenante, une jeunesse consciente. Je l'ai dit, au lieu de sortir dans la rue, pour aller manifester, je leur souhaitais qu'ils se mettent en équipe pour aller travailler. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce dimanche, des artistes ont également apporté une note de gaieté à cette messe de la promotion de la paix. Rectificatif, la sortie officielle du mouvement dénommé la Coalition républicaine pour la défense de la paix s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville. Et toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner les informations en temps réel sur la Covid-19. On en parle dans quelques instants. Et on fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 6 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 6 septembre 116 nouveaux cas de Covid-19 sur 1163 échantillons prélevés, soit 10% de cas positifs, 149 guéris et 0 décès. À la date du 6 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 588 cas confirmés, dont 17 472 personnes guéries, 119 décès et 997 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 134 026. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou-Kofi, a procédé samedi à la pose de la première pierre du centre culturel intégré de Dimbokro. D'un coût global de 4,5 milliards de francs CFA, le centre culturel intégré de Dimbokro et de la région du Nzi donnera l'opportunité de vivre dans une ambiance de village culturel, un village avec une architecture inspirant la traditionnelle case à impluvium, tout en mettant en valeur la flore du Nzi. L'édifice bâti sur plus d'1 hectare permettra de redécouvrir ou de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine de la région. Et les travaux vont durer 30 mois. Place à présent au tour du monde de l'actualité, des faits marquants de la semaine qui s'achève. C'est une sélection de Gabriel Zani. Nouvelle étape entre Israël et les Émirats arabes unis. Le premier vol commercial a été effectué ce lundi par un transporteur israélien parti de Tel Aviv en direction d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis et Israël ont annoncé le 13 août dernier un accord pour normaliser leurs relations. Conclu sous l'égide des États-Unis, les Émirats deviennent ainsi le premier pays du Golfe à changer le statut de sa relation avec Israël et le troisième du monde arabe après l'Égypte et la Jordanie. Le Liban a célébré ce mardi le 100e anniversaire de sa création. Dans un bien triste contexte, la célébration a été éclipsée par la crise politique, financière et sécuritaire qui accable le pays. Le Liban a été touché en plein cœur le 4 août dernier par l'explosion de plusieurs milliers de tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Emmanuel Macron, le président français, s'est rendu dans le pays à l'occasion de cette célébration. Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a confirmé ce mercredi être candidat à un autre mandat. Son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, l'avait désigné lundi. Alpha Condé dit être le candidat des femmes et des jeunes. La présidentielle en Guinée aura lieu le 18 octobre prochain. Ce jeudi, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI sanctionnée par les États-Unis, le secrétaire d'État américain Mark Pompeo a qualifié la Cour pénale internationale de corrompue et a dénoncé les attaques de l'institution visant des militaires américains déployés en Afghanistan. Washington a donc inscrit Fatou Bensouda et l'un de ses collaborateurs, Fakizo Moshosoko, sur une liste noire. La procureure de la CPI avait déjà été privée de visa en avril. Elle et son collaborateur n'auront plus accès au système bancaire américain et les biens qu'elle pourrait avoir aux États-Unis seraient donc gelés.
22 personnes, dont 19 miliciens, sont mortes dans 2 attaques menées vendredi par des hommes armés dans le centre du Nigeria, selon les autorités locales. Au cours d'une première attaque, plusieurs assaillants en moto ont tenté d'enlever des habitants, mais une fusillade a éclaté entre les miliciens locaux et les ravisseurs qui a fait 18 morts du côté milicien. Dans une autre attaque menée le même jour, assaillants et policiers se sont affrontés dans le braquage d'une banque. 4 personnes ont été tuées. 2 militaires de la force française de Barkhane ont été tués samedi au Mali par l'explosion d'un engin improvisé au passage de leur véhicule blindé, a annoncé l'Élysée. Le 3 juin dernier, dans cette région, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abdelmalek Dougdal, a été tué par les forces françaises. Avant cette attaque, précisément dans la nuit de jeudi à vendredi, au moins 10 soldats maliens ont été tués dans une embuscade dans la région de Guiré, dans le centre du pays. Des milliers de Biélorusses ont manifesté à nouveau ce dimanche à Minsk pour dénoncer la réélection du président Alexandre Loukachenko. Le président est confronté depuis des semaines à un mouvement de protestation. Brandissant les couleurs de l'opposition, la foule s'est dirigée vers le centre-ville où un important dispositif de sécurité a été mis en place avec le déploiement de blindés et de l'armée autour de bâtiments importants. Et avant de vous dire au revoir, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le président de la République est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche à Niamey, au Niger. Alassane Ouattara va prendre part au 57e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sommet sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, notamment la situation socio-politique au Mali. Il permettra également d'examiner les rapports sur le plan d'action pour la sécurité régionale et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Et c'est la fin de cette édition. Toute la rédaction de RTI1 se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi. Retrouvez lundi à 6h30 Régis Koufi. Le journal de 13h vous sera présenté par Juliette Ouéa. Agréable soirée à tous. Bonsoir.